Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, selon le lieu d'où vous nous recevez. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes vendredi 27 septembre 2024, le dernier vendredi du mois de septembre. C'est pour moi un plaisir, avec mes débatteurs, de vous savoir nombreux au rendez-vous de ce forum des rédactions qui va se pencher sur un sujet d'actualité, une réflexion peut-être que vous-même vous menez au regard du déroulement de l'actualité au cours de cette semaine. Le thème de ce forum des rédactions, c'est bien des proches du pouvoir, talents démasqués dans une affaire de coup d'État. Quel impact majeur sur le paysage politique béninois? C'est une interrogation à laquelle mes débatteurs vont répondre dans un court instant. Nous essaierons de voir dans l'optique d'améliorer le paysage politique ou de mieux faire les choses, les réformes apportées par le président Patrice Talon sur le plan politique et autres. Est-ce que les politiques ont compris, bien sûr, l'esprit de ces réformes? Est-ce qu'ils respectent ces réformes? Et qu'est-ce qui se passe en réalité sur le terrain? En fonction de tout ce qui se passe, nous allons faire les analyses et mes débatteurs pourront répondre donc à cette question. Mesdames, Messieurs, on va observer une courte pause. Je vous les présente dans un court instant. À ma gauche, Hamzat Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir bousculé votre emploi du temps pour pouvoir nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes consultant politique, vous êtes spécialiste des questions internationales, mais on parlera purement politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Être là sur vos plateaux, ce n'est pas un devoir, c'est une obligation. Merci de nous l'avoir rappelé, Hamzat Abdoulaye. À ma droite, c'est quelqu'un que vous connaissez. Il est habitué des débats sur les plateaux de Eden TV. Je voudrais vous présenter Omar Aliandjou. Bonjour. Bonjour Maury, bonjour à tous. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, nous avons bousculé sérieusement votre agenda. Tout le plaisir est pour moi. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le vif de ce débat. Oui, le président Patrice Talon l'a martelé à maintes reprises. Ses intentions, il l'a rappelé sur des débats, sur des plateaux de télévision. Il y a quelques mois, il a été reçu par César Ayaka et notre consoeur de l'ORTP. Et voici ce qu'il a voulu nous faire signifier à travers ce débat. Et on le suit et on revient sur ce plateau. Cela me paraît bien légitime qu'il y ait une attention particulière sur 2026, parce que 2026 va arriver, même si c'est dans encore 2 ans. Et la vie politique, la compétition politique rythme notre vie au quotidien. Donc l'avenir, pareil, est rythmé aussi, tout ce qui vient devant est rythmé aussi par les échéances politiques. Donc c'est tout à fait normal, tout à fait évident que certains se dépêchent déjà de s'imaginer quelle va être la bonne succession. Mais ce n'était pas bien que des responsables politiques de haut niveau, membres du gouvernement, qui ont été acteurs de la réforme du système partisan, parce que nous avons tous noté que le système partisan tel qu'il était et le modèle politique dans lequel nous étions, le modèle de compétition politique, ne permettait pas la bonne gouvernance et occupaient les uns les autres constamment dans l'arène politique au détriment de la gouvernance du pays. Et nous avons dit également qu'il fallait réduire l'envergure des chapelles politiques pour qu'il y ait plutôt de la cohérence dans l'action de gouvernance de ceux qui accèdent au pouvoir. Aujourd'hui, cette réforme est un succès. Nous avons vu qu'il y a moins de partis politiques, les groupes sont plus homogènes. L'Assemblée nationale aujourd'hui comporte 3 partis politiques et si les choses continuent ainsi, nous aurons à l'avenir peut-être maximum 4 ou 5 grands partis au plus au Parlement. Et nous avons également dans la réforme souhaité, et cela a été acté dans tous les dispositifs de la réforme, que ce sont les partis qui font la compétition, qui produisent les candidats, qui font la promotion des candidats et qui présentent les candidats, notamment aux élections communales, les élections législatives. Et que, y compris pour les élections majeures, il fallait que ce soit les partis qui soient à l'initiative.
et à double les candidats pour qu'il y ait une cohérence entre la gouvernance au niveau central, au niveau législatif et au niveau local. Toute chose indispensable à la bonne marche d'un pays en développement. Alors, aujourd'hui, aucun parti politique ne s'est encore lancé dans le choix des candidats. Ni le Bloc républicain, ni l'Union progressiste, ni les démocrates, ni l'FCBE, autre encore. Personne n'a encore fait ça. Et les organes des partis n'ont pas encore ouvert la compétition à leur sein. Et comment on peut voir quelqu'un qui a été au cœur de la réforme, notamment le ministre auquel vous faites allusion, ignorer son parti politique, ignorer cette réforme, ignorer cette bonne disposition qui, aujourd'hui, gouverne notre pays en matière politique, et commencer à faire la promotion d'un candidat, son candidat à lui, ce qu'il estime être peut-être le meilleur candidat pour lui pour 2026, au mépris de tout ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Et c'est bien pour ça que je l'ai rappelé à l'ordre. Mais est-ce que cela n'est pas légitime? Qu'il faut préserver nos petits acquis qui sont en train de se renforcer. Donc pour moi, le moment n'est pas encore arrivé. Les partis n'ont pas encore ouvert la compétition. Laissons-leur le temps d'ouvrir la compétition. Et ceux qui sont candidats vont faire la course au sein de leurs organes politiques. Mais il n'y aura pas de candidat au Bénin sans les partis politiques à l'avenir. Ce sont eux qui vont décider, qui vont adouber les candidats, leurs élus vont donner les parrainages, et il faut souhaiter que ce soit ainsi, pour qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait de la discipline, que le pays fonctionne conformément à une ligne directrice. Le chef de l'État, Patrice Talon, veut de l'ordre et veut de la discipline. Il veut que le pays fonctionne selon une directive donnée. Il n'y aura pas de candidat s'il n'est pas porté par un parti politique, s'il n'a pas les parrainages. Nous parlons, si vous venez de vous joindre à nous en ce moment, des proches du pouvoir Talon démasqué dans une affaire de coup d'État. Quel impact majeur sur le paysage politique béninois? Hamzat Abdoulaye, vous avez suivi le chef de l'État. Et je voudrais vous demander si aujourd'hui vous observez le paysage politique, est-ce que les politiciens ont compris l'esprit implémenté par le chef de l'État actuellement? Implémenté, oui. Alors, je vais prêter les mots de Lénine et ensuite de Karl Marx qui disait « La révolution est en marche et rien ne l'arrêtera ». Je pourrais dire, pour faire le parallèle, que la réforme électorale, la réforme du code électoral, elle est en marche et rien ne l'arrêtera. Parce qu'à entendre le chef de l'État, la réforme du système partisan. La réforme du système partisan, oui. Le chef de l'État a tout misé là-dessus pour assurer une sorte de ligne droite entre les partis politiques et les élections. C'est-à-dire, on ne peut plus évoquer d'élections sans penser aux partis politiques. Et on ne peut pas parler de candidat à une élection sans l'implication directe des partis politiques. Donc, je pense que ce cas de figure a déjà été vu ailleurs et eu égard à un passé, je vais dire, cacophonique lié à l'organisation des partis politiques au Bénin, entre les élections. On a vu des élections au Bénin où il y avait des centaines de partis politiques, des vingtaines, des trentaines aux élections présidentielles. Et tout ça, je pense que c'est terminé. On a maintenant de l'ordre et on est certain, grâce à cette réforme du système partisan, qu'on n'aura pas une liste pléthorique de partis qui participeront aux élections. Ça, c'est l'analyse que je fais de ce qui a été dit. En revanche, par rapport à la réalité, parce qu'il faut séparer l'idéal politique et la réelle politique, il faut être clair là-dessus. Venons à la réelle politique. Absolument, parce qu'en venant sur le terrain et le champ de la réelle politique, on doit comprendre une chose importante, c'est que la réforme du système partisan était effectuée dans un cadre aussi précis, un cadre temporel. On était face à une crise politique majeure et cette crise était précédée par une autre crise, c'est-à-dire une rupture entre l'ancien président Boni Yayi et l'actuel président du Bénin, Patrice Talon. Et il fallait tout de même retoiletter le microcosme politique, le champ électoral et surtout les lois qui encadraient le processus électoral. Et je pense que cette réforme est arrivée au bon moment pour régler un problème précis à un temps T bien précis.
Alors, sauf que nous sommes 5 ans après, c'est vrai, il y a eu la réforme de 2018, ensuite celle de 2019, mais nous sommes aujourd'hui en 2024. Donc, un petit bout de temps est passé où on a expérimenté la réforme du système partisan à travers les élections communales, comme vous vous rappelez. Tout à fait. Et à travers les dernières élections législatives également. On a expérimenté cette réforme du système partisan. Et nous sommes dans l'antichambre, en réalité, des élections présidentielles de 2026. Oui. Ce qui voudrait dire Pour une ne chose pas dire très... élection générale. Exactement. Nous sommes dans l'antichambre de ces élections générales qui va mettre sur le plateau toutes les élections. L'élection présidentielle, l'élection législative, Élection communale. Et ça, c'est un challenge énorme, un défi considérable. Pour y arriver, est-ce qu'il faudrait rester sur le champ de l'idéal politique, de la vision du chef de l'État qui consiste à dire oui, il faut faire en sorte que ce soit les partis qui parrainent absolument les candidats et pas autre chose, ou il faudrait aller vers la réelle politique qui montre que notre société a évolué depuis 2019. Le champ politique au Bénin a aussi évolué depuis 2019. Les partis politiques qui existaient lors de cette réforme du système partisan ne sont plus les mêmes qui existent aujourd'hui. Il y a eu une évolution. Il y a des blocs, de grands ensembles qui se sont constitués. Il y a d'autres partis qui ont disparu, qui se sont fondus dans des blocs. Et tout ça démontre une nouvelle fois que nous sommes dans une nouvelle dynamique. Alors la question est de savoir, est-ce qu'au nom d'un idéal politique, on ne peut pas céder à sa vision pour ouvrir le champ vers la réelle politique? Parce que la réelle politique est ce qu'espèrent les peuples et les populations. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce défi. C'est quoi de façon réelle? La réelle politique, c'est de regarder les enjeux réels aujourd'hui sur la balance, de mettre ces enjeux réels sur la balance et de parfois auto-toiletter. Ce n'est pas parce que... Est-ce que vous voudrez dire que ça aura d'impact sur la vision du chef de l'État qui consiste à faire porter les candidats par des partis politiques? Il y a une chose précise et j'insiste là-dessus. Personne n'est dans la tête du chef de l'État. Beaucoup parlent en tant que porte-parole, en tant que parti politique, en tant que parti de la mouvance, en tant que soutien. Ses intentions sont le claires. chef Il a de encore dit l'État tout à l'heure. Ne fera pas de marche arrière. Et c'est ça ma véritable crainte par rapport à cette vision de l'idéal politique. Le chef de l'État est comme un avion qui est lancé à toute vitesse, qui ne fera pas de marche arrière. Soyez certains là-dessus. La question est de savoir, est-ce qu'il existe une possibilité de lui faire voir les choses autrement, en sorte qu'il puisse voir qu'au-delà de l'idéal politique, la réelle politique est une politique concrète, basée sur la réalité du terrain, basée, parce que les partis politiques sont aujourd'hui en crise, en souffrance dans la réalité des choses. Vous avez vu le dernier rapport de la Sénat par rapport à l'organisation des partis politiques au Bénin. 7 partis politiques sont hors de jeu, sont hors du terrain. Certains partis n'ont même pas de siège national. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire, dans l'idéal politique, on n'a pas su regarder autour pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait apporter. Est-ce qu'il n'est pas temps, peut-être, de revoir cette réforme pour l'adapter au contexte actuel? Je vous reposerai cette question pour conclure cette émission, si vous me le permettez. Je me retourne vers vous, Oumar Yadou. Vous avez suivi le développement fait par Hamzat Abdoulaye. Vous avez suivi le chef de l'État. Qu'est-ce que tout ça vous inspire? Est-ce que le paysage politique, est-ce que les acteurs du paysage politique ont compris réellement, au regard de ce que vous observez autour de vous, la vision du chef de l'État? À mon avis, certains n'ont pas très bien compris. Ils n'ont pas très bien saisi encore. Pour des raisons diverses, hein, on pourra revenir dessus. Peut-être même parmi ceux qui n'ont pas compris encore, je citerai mon vis-à-vis Hamzat, qui n'a pas très bien compris peut-être ce que veut le président de la République. La réforme du système partisan. Il a compris, mais il pense que ce que le chef de l'État veut est l'idéal, mais qui a la réelle politique. Voilà, on a quelques minutes encore. Il a fait allusion aux difficultés que rencontrent la réelle politique. Allons-y, je vous laisse. Il me dira tout à l'heure peut-être les conditions de la réelle politique me convaincre, hein, mais je vais sur la réforme du système partisan. Qu'est-ce qui a
poussé, motivé. qu'est-ce qui a impulsé cette, comment on appelle, Cette cette réforme-là du système partisan? C'est quoi? C'est tout ce qu'on observait, il a dit lui-même, toute la cacophonie, toutes les dissonances qu'on entendait sur le plan politique. Depuis 90 à nos jours, le Bénin est un pays démocratique. Et regardez un peu comment est-ce que nous faisons la démocratie. C'était pas de la bonne manière. Vous êtes d'accord avec moi? On avait des centaines de partis, ça ne correspond à rien. Des partis Vous voyez, qui c'est étaient comme même dans quand des vous sacs, libérez, dans des voitures. voilà, quand vous libérez des gens de comment on appelle, de leur joug, et vous les laissez aller, vous voyez, il y a un excès, on va dire de fougue, la liberté retrouvée, et on va même jusqu'aux extrêmes. On avait des centaines de partis. On avait des hommes qui étaient des individus très forts et des partis politiques qui étaient, mais rien que enfin, tous ceux qui étaient autour de lui n'étaient que les faire valoir. Voilà, de véritables camelots. Ce n'était pas de véritables partis politiques. Donc, on voulait réduire ça. Le clientélisme politique était soutenu par le fait que, tout simplement, des individus pouvaient se lever. Tout simplement, oui, Hamzat a envie d'être ministre au Bénin, il se lève, il fait une messe d'action de grâce, certainement dans son cas, il va faire une prière pour adresser à l'endroit donc de Dieu pour le chef de l'État, dans une mosquée quelque part, et tout de suite, il fait une petite marche derrière dans son petit village, et immédiatement, donc, on voulait balayer toutes ces choses-là. Parce que le système partisan qu'on avait avant prêtait le flanc à toutes ces dérives-là, à tous ces mauvais comportements. Maintenant, la réforme étant faite, il y a des réfractaires. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ces réformes-là, qui ne l'apprécient pas parce que tout simplement, ils ont envie d'être des opposants. Quand je parle, la plupart du temps, les gens me disent non, c'est un pro-talent. Non, moi j'ai ma vision du Bénin. Quand ça cadre avec certaines choses que le président fait, laissez les gens je vais dans ce sens-là. Alors, il y a des réfractaires qui, tout simplement parce qu'il faut être réfractaire, on n'aime pas sa tête, on va être contre. Il y a cela d'abord. Et il y a même des gens qui sont de véritables réformateurs aussi, qui soutiennent donc la réforme, mais qui n'ont pas encore perdu les mauvaises habitudes. Et tout cela aussi joue également. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne perçoivent pas l'idée. Sinon, l'idée du président de la République est bien claire. Réduire l'envergure des chapelles politiques, il a dit ça, réduire l'envergure, peut-être l'envergure n'était pas le mot, je vais lui prêter peut-être un autre mot, peut-être que ça tomberait, réduire l'influence des partis politiques sur donc, la vie politique, sur donc, la manière de diriger le pays. Le président, dans le temps, n'avait plus la main véritablement, il n'avait plus les coups franches pour défendre le pays, comment on appelle, pour implémenter, pour déployer son programme. C'était devenu très compliqué. Parce qu'à chaque fois, il y a un qui veut devenir ministre, qui l'utilise. À l'Assemblée, c'était impossible de gouverner parce que l'Assemblée, on tire les ficelles, on ne veut pas lui accorder les bonnes lois, on ne veut pas voter les lois qu'il lui faut, on ne veut pas lui donner les accords pour ratifier des trucs à l'international. Donc, il y avait toutes ces choses-là. Voilà. Après toutes ces réformes, dites-moi, vous avez entendu encore parler de messe d'action de grâce à l'endroit du chef de l'État pour devenir ministre. Vous avez entendu parler de marche dans l'arrière-cour de quelqu'un dans son village où on mobilise 5-6 gars, on met les caméras en plan très serré et puis après, voilà. Donc, toutes ces choses-là ont assaini plus ou moins la vie politique. Et je suis complètement d'accord. C'est bien compliqué de se déshabituer. C'est bien compliqué de pouvoir dire, OK, voilà, c'est désormais ça. Maintenant, quand Hamzat, c'est là où on va peut-être débattre, quand Hamzat parle de réel politique. Moi, je ne vois pas de réel politique. Je vois des mauvaises habitudes qu'on a envie de ramener encore sur donc, l'arène politique. Dans l'arène politique, je veux dire, il faut préserver le petit acquis qu'on a pu avoir grâce à ces réformes-là. Vous savez, le président Talon, il y a des choses... Il y a des plans sur lesquels des partis soient laissés sur le carreau, on avance. Oui, mais un parti politique, c'est quoi un parti politique? Enfin, je ne veux pas faire une définition très technique. Je ne suis pas un spécialiste donc comment on appelle comment on dit ça, de la chose politique en tant que telle. Je n'ai pas tous les thèmes techniques, mais un parti politique, son rôle, c'est quoi? C'est d'animer déjà la vie politique, faire comprendre tout au long donc de sa durée de vie sa vision du Bénin aux populations, coopter des gens qu'il le faut et aller chercher à briguer donc la magistrature suprême ou bien même chercher à gérer les choses de l'État, fait partie donc de l'appareil public. Moi, je pense que c'est ça un parti politique. Quand on n'a pas de vision, quand on n'arrive pas à convaincre le peuple, il n'y a pas de raison qu'on ne meure pas en tant que parti politique. Un parti politique peut mourir, il n'y a pas de souci par rapport à ça.
Un parti politique qui n'arrive pas à faire cela, il peut mourir, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le chef de l'État l'a dit, cette réforme va pouvoir amener à avoir 2 ou 3 partis dans le paysage politique. Mais ce que l'on constate à Hamzat Abdoulaye, Oumar Adéandjou, c'est qu'il y a un proche du chef de l'État qui, déjà plusieurs mois avant 2026, est-ce que c'est lui qui est demandeur ou des gens qui ont voulu prendre l'initiative? Ils ont commencé par susciter sa candidature et certains sont allés dire que c'est lui qui est le meilleur candidat. Le candidat a même de succéder au chef de l'État. Dans cet entretien, le chef de l'État aussi s'est prononcé sur ce proche-là. On va suivre et on va revenir. Vous avez parlé de mon ami, Olivier Boko. Oui. Moi, je ne sais pas s'il est candidat. Je ne sais pas. Il ne vous l'a pas dit? D'abord, le moment n'est pas arrivé. Deuxièmement, je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Ce n'est pas mon genre. Donc, ce ne sont pas ce genre de critères qui vont déterminer, moi, mon choix pour la promotion d'un tel ou tel candidat. C'est pour vous dire que je ne suis pas dans un tel schéma, mais je suis à égale distance de tout le monde. On verra bien qu'est-ce que les partis vont décider demain ou après-demain en ce qui concerne les candidatures qui vont promouvoir en 2026. Cette réaction du chef de l'État a suscité d'étonnement dans l'opinion publique il y a quelques mois après ce débat, mais le chef de l'État a été clair. Lui, il n'a pas l'habitude de promouvoir des proches en ce qui concerne la politique, mais il est à égale distance de tout le monde. Ça veut dire quoi? Tout le monde part sur la même base, avec les mêmes chances, selon le chef de l'État. Hamzat Abdoulaye, il s'est fait quand même que plusieurs mois après, malgré l'intervention du chef de l'État, les tentacules, j'allais dire, ont continué avec des messages par-ci, des suscitations de candidats par-là. Et puis, bam, cette semaine, on constate quand même qu'il y a donc eu une affaire qui est devant la justice et qui concerne donc l'atteinte à la sûreté de l'État. Et cela nous amène à nous demander, avec déjà peut-être l'avance que prenait ce proche du chef de l'État, je vais le nommer Olivier Boko, est-ce que cela dégage désormais le paysage politique pour donc 2026? Quel impact cette situation donc aura sur le paysage politique désormais? Alors, il y a un proverbe bambara que j'adore citer qui dit « On ne peut pas raser la tête à quelqu'un en son absence ». Et je pense que le chef d'État, dans ses propos, oublie une chose. Les partis politiques, c'est à eux seuls de décider. Je le recite. Il n'y a que les partis politiques qui peuvent décider qui ils vont choisir pour aller à une élection présidentielle, autant qu'elle soit. Et je pense que c'est tout de même un paradoxe parce que on a beau partager une vie intime, on a beau avoir des amis, mais c'est toute une chose, le terrain politique. Chacun a ses ambitions, chacun a ses désirs, chacun a sa vision de ce qu'est gouverner. On doit être clair là-dessus. Et je ne comprends pas aussi, parce qu'il y a énormément d'amalgame quand on dit oui, le chef de l'État, il ne veut pas mélanger intimité et vie politique. Et en même temps, on se rend compte qu'il tient à être le gardien de l'organisation de la vie politique, de l'organisation des partis politiques. Il tient à ce que ce soit son ordre qu'il a instauré, qui soit perpétuel. Ce n'est pas mauvais, parce que, eu égard justement à ce passé que je citais tantôt, ce n'est pas mauvais. Ça a tout de même permis de retoiletter, de reformater l'échiquier politique. Ça a assaini notre échiquier politique, notre environnement politique. Et on le constate aux dernières élections, mais c'était très bien organisé, c'était très bien situé et chacun a pu se défendre. C'était dans une phase expérimentale, surtout aux élections législatives, mais tout de même, on est sorti avec des résultats qui montraient que cette réforme, cette vision, au-delà de la réforme, c'est une vision du chef de l'État, a porté ses fruits. Mais j'insiste là-dessus, ne restons pas dans l'idéologie, dans l'idéal politique. C'est-à-dire? Allons vers la réelle politique qui consiste en réalité à mettre de côté
tout ce qui est a priori idéologique, en se concentrant sur les informations du terrain et en restant surtout pragmatique par rapport à la réalité que les partis politiques offrent aujourd'hui à l'échiquier politique lui-même. La deuxième chose, par rapport à la crise aujourd'hui qu'il y a, parce que moi j'appelle ça une crise à trois têtes, un peu comme le mont Cerbère grec. C'est-à-dire un volet politique, un volet judiciaire et un volet profondément intime. Je passe par l'intime. Déjà, il y a une crise intime, c'est-à-dire au sommet de l'État. Vous avez le chef de l'État qui était déjà gêné par cette question il y a quelques mois, comme on vient de le constater ou de l'entendre. C'est une question embêtante pour lui de devoir s'exprimer. On sait que le chef de l'État a une communication très réduite, très cadrée et très organisée. Donc, exposer sa vie intime, sinon potentiellement ses bruits intimes, devant tous, c'était gênant pour lui. Et aujourd'hui, avec les déboires, je vais dire, judiciaires d'Olivier Bokor et d'Omeki, avec cette affaire concernant un potentiel coup d'État, je pense que c'est l'intimité du chef de l'État qui est brisée peut-être pour toujours. On parle d'une amitié qui a débuté depuis plusieurs années. On parle de deux hommes qui se connaissent, qui se côtoient depuis très longtemps. Donc ça, c'est une rupture. On est face à une rupture de la relation intime du chef de l'État. Le deuxième point, c'est par rapport à l'affaire judiciaire elle-même. Parce que, soyons prudents, quand il s'agit de justice, ça nécessite du temps. Ça nécessite surtout qu'on laisse la justice faire son travail. Donc, par rapport vis-à-vis de ça, il y a des éléments qui ont été présentés par le procureur spécial. Il faut insister là-dessus. Il s'agit du procureur spécial de la Cour des réfractions des infractions. De la Cour des infractions, de la Cour de répression, je vais y arriver. Répression des infractions économiques et terroristes. Exactement, je vais donc y arriver. Vous avez nommé Mayo Meton. Exactement. Il s'agit donc d'un procureur spécial qui représente un peu le ministère public, un tout petit peu. Mais le travail du ministère public, le travail d'un procureur spécial est un travail délicat. C'est vrai, au-delà du communiqué, il y a un travail de fond qui est certainement en train d'être fait pour finir ou pour mettre véritablement en place un véritable dossier. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'à l'étape de simples accusations. Et en justice, une simple accusation peut donner droit à un non-lieu, peut donner droit à un procès. Je vous vois venir. Je repose ma question. Et si l'on considère que cette accusation s'avérait, quel impact sur le paysage politique béninois? Justement, c'est le troisième point que je voulais aborder. Ça aura un impact direct sur le paysage politique. Et avoir un impact direct sur le paysage politique, c'est que ça lie à la fois l'intime et le judiciaire. Et ça, c'est très délicat. Nous sommes, comme je le disais, dans l'antichambre de 2026. Et écarter, c'est une hypothèse, j'insiste là-dessus, c'est qu'une hypothèse, écarter un nom comme celui d'Olivier Bokor qui peut effectivement réussir à contourner ce système partisan. Il en a les moyens. Et je pense que c'est ça, cette question qui embête surtout le chef de l'État. Autrement dit, vous voulez dire qu'il ne sera pas porté par un parti politique quand on sait qu'il appartient à un parti politique? Il pourrait être porté par un parti politique. Il en a absolument les moyens. Sauf qu'à l'heure où nous parlons, aucun parti n'a décidé de son sort. Parce qu'entre 2024 et 2026, nous avons encore plusieurs mois. Il y a 2025. Il y a 2025. Donc, il reste du temps pour que les partis puissent véritablement se prononcer, peut-être faire des primaires. Enfin, chacun selon son agenda et ses priorités va devoir y aller. Sûrement en 2025, les grandes décisions vont se faire. Mais on en est peut-être encore loin. Mais sachant que Olivier Bokor, c'est un pur stratège, avant d'être un économiste, avant d'être pas économiste, mais plutôt un homme d'affaires, avant d'être un milliardaire et surtout un homme influent de cette République, je pense que c'est un pur stratège. Et je ne vois pas absolument un pur stratège, un machiavélien, comme on le dit, qui a la même carrure que le chef de l'État. Parfois, quand on parle du machiavélisme, beaucoup pensent que c'est un côté sombre. Non, c'est une stratégie politique qui est basée sur justement la réelle politique. Donc je pense que quand j'évoque la réelle politique, le chef de l'État sait très bien ce que c'est. C'est-à-dire c'est une politique qui est tellement pensée, bien sûr, à l'avance, pendant et l'après,
qu'il y a très peu de marge pour les erreurs. Donc Olivier Bokor, c'est un stratège et je ne le vois pas. C'est pour ça que j'évoque une hypothèse. Je ne le vois pas dans une posture de faire de l'amateurisme quand il s'agit de prendre le pouvoir. Je pense qu'il a les moyens, qu'il a les outils pour, pourquoi pas, converger vers des partis politiques et se faire porter comme étant candidat. La question est de savoir, est-ce que ça plaît ou non au chef de l'État? Non, je ne voudrais pas que vous répondiez à cette question. Je voudrais savoir si le paysage politique, si lui, ici il était écarté, si le paysage politique béninois est donc est-ce que ça laisse le dégagé, est-ce que ça aura d'impact majeur? Votre question à double volet, je pourrais dire oui. Je pense que écarter Olivier Bokor, c'est écarter toute une multitude de noms autour d'Olivier Bokor. Vous savez, Olivier Bokor, c'est comme une tentacule. C'est comme plusieurs tentacules, je vais dire. C'est qu'autour de lui, il y a plusieurs électrons qui gravitent autour. Il est comme un noyau, comme le noyau de l'atome, en réalité. Autour de lui, vous avez des noms qui ont été cités par le chef de l'État lui-même, Omeki. Omeki qui a fait, si je ne me trompe, 7 ans en tant que ministre de la Jeunesse, dans un premier temps, ensuite ministre des Sports. Donc, Oswald Omeki qui a porté le chef de l'État en 2015 et 2016, Omeki a littéralement fait le tour du Bénin pour porter le chef de l'État. Donc, vous avez autour d'Olivier Bokor une multitude de noms. Et j'imagine il a également des élus, il a des députés, il a des... Enfin, autour d'Olivier Bokor, c'est tout un réseau. Des électrons. Donc, je pense que l'écarter, c'est absolument écarter tout ce qui pourrait nuire aux objectifs du chef de l'État. Parce qu'il faut rappeler une chose très claire, et je finirai là-dessus. Nuire aux objectifs du oui, chef de l'État. C'est justement, je vais y arriver. Nuire aux objectifs du chef de l'État. Comment? Une chose claire que je précise, c'est que le chef de l'État a une vision de 2026. Beaucoup ont tendance à l'oublier. 2026 pour Patrice Talon est déjà planifié, est déjà pensé, est déjà régulé. Mais à sa façon, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. On est dans un système démocratique, on est dans un système, qu'on le veuille ou pas, qui permette aux partis politiques de décider eux-mêmes et non à leur chef ou à un potentiel chef caché dans un nuage quelconque, de décider à leur place. C'est ça le régime dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait de paradoxe par rapport à la vision du chef de l'État. Sa vision est claire par rapport à ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est surtout pas ce genre de noyau qui peut bouger avec autant d'électrons et peut-être occasionner une rupture avec tout le travail qu'il a fait depuis 2016. Parce que c'est ça le mal. Il y a un ancien président français qui disait « Votre bilan est souvent votre boulet ». Et je pense que Patrice Talon est en train d'éviter qu'on détruise son bilan en faisant un boulet. Oumar Adeyanju, vous avez suivi quel impact majeur sur le paysage politique béninois s'il s'avérait que ces personnes-là, qui ont commencé par oser, dire clairement qu'ils veulent du pouvoir en 2026, ne fassent plus partie de ce paysage? Oui, ça aura forcément un impact. Moi, je réponds par l'affirmative et de manière, sans embâche. Ça aura forcément un impact. Une affaire d'une telle envergure ne peut pas ne pas avoir d'impact sur l'échiquier politique dans notre pays. Premier impact, il a souligné, au sommet de l'État lui-même. Vous savez, quand les émotions prennent le pas, il y a forcément des répercussions, peut-être même dans les prises de décision, dans les manières d'agir. Et forcément, il y a beaucoup d'émotions à ce moment, parce que c'est un déchirement humain, ce qui se passe aussi, ce à quoi on observe. C'est-à-dire, on assiste, il y a deux amis qui se déchirent, qui ne sont plus en odeur de sainteté. Ils ne veulent plus, ils se regardaient depuis un moment déjà en chaîne de faïence. Il ne faut pas l'oublier. Parce que tout simplement, il y a l'un des individus qui ne marche pas selon les règles imposées par le chef. Il a décidé d'être lui-même candidat. Peut-être pas de manière formelle, mais il n'a pas empêché, en tout cas ceux qui crient son nom, de crier son nom. La team OB26, tout le monde en a entendu parler sur les réseaux sociaux. Et cette team a encore donné de la voix. Hein, voilà. À aucun moment, un quotidien en a parlé aujourd'hui. À aucun moment, il ne s'est levé pour aller dire à ces personnes-là, taisez-vous, mon ami, mon patron n'en veut pas. Et le président, là, il a exprimé, pour lui, je pense que c'est clair, tout le monde l'a vu,
il ne gobe pas du tout cet aspect-là de la chose. Il ne veut pas que son ami soit candidat. Et ça, là, il l'a dit. Enfin, peut-être qu'il n'a pas dit de manière, enfin, on va dire affirmative comme ça, mais dans les propos, on ressent ça. Dans la force avec laquelle il dit les choses, et quand on sait. Un ministre à lui du gouvernement arrive à dire que Voilà. Donc, dans la force avec laquelle il dit les choses, on sent qu'il n'en veut pas. Donc, c'est comme si son ami lui tenait tête. Déjà, ça, c'est un premier principe qu'il faut voir. Ça a forcément des répercussions quand on connaît l'influence de M. Olivier Bokor sur les partis politiques. Ne serait-ce que les deux blocs présidentiels. Cette influence est énorme, notamment au niveau de l'UP, le renouveau. Et là, j'attends comment est-ce que ces personnes vont réagir finalement. Il y a pas mal de personnes là déjà. Donc, l'échiquier à ce niveau déjà sera plus ou moins bousculé. On va se dire, mais finalement, tous ceux qui étaient trop proches de Olivier Bokor, le chef n'en veut plus. On va donc les caser peut-être, les enlever, ne plus les faire voir dans le parti pour ne pas avoir des retours. Non, mais ce n'est pas qu'il y aurait un séisme. Il y a un séisme déjà dans les blocs. Ça, il faut le dire. Ne serait-ce que dans l'UP, le renouveau. Bien sûr, je pense que... Ne serait-ce que dans l'UP, le renouveau. UP, le renouveau, il y a un séisme. Moi, j'attends vraiment la déclaration de M. Diogbenou, par exemple. Moi, je veux l'entendre. Oui, je veux l'entendre par rapport à cette affaire. C'est vrai que le secrétaire du parti a fait... Ils ont fait une déclaration pour condamner. Mais on sent aussi une déclaration obligée parce que, en tant que parti proche du chef de l'État, face à cette crise, qui met en face Olivier Bokor, qui a pas mal d'alliés au sein de ce même parti. Je pense que c'est parti peut-être pour un séisme qui va durer longtemps. Voilà. Par rapport aux implications possibles, je n'avais pas fini. Par rapport aux implications possibles, je parlais déjà au sommet de l'État, ce que ça peut avoir en matière d'émotion, parce que c'est un drame humain. Je parlais également du bloc présidentiel, enfin les blocs présidentiels si vous voulez, en tout cas de la mouvance présidentielle, ce que ça peut avoir comme impact également. Mais n'oubliez pas, c'est-à-dire la suite de cette procédure judiciaire nous édifiera un peu plus sur les implications que ça peut avoir, par exemple, sur l'opposition radicale. Je parlais là des démocrates. Vous voyez un peu. Imaginez un seul instant que M. Bokor, peut-être qui est aujourd'hui accusé, est finalement blanchi de tout ceci. On va en arriver, mais je vous permets d'aller. Allez-y, oui, allez-y. Il est complètement blanchi. Il va se servir de cette victimisation-là. Et on sait au Bénin... peut-être déplacer les blocs, voilà, pour aller peut-être c'est possible. Peut-être pas supposition. déplacer les blocs, mais déplacer des éléments des blocs pour venir vers lui, déjà, un premier pas, et peut-être faire les yeux doux, par exemple, aux plus radicaux, les démocrates. Je ne sais pas si vous suivez mon analyse. On sait quel impact la victimisation peut avoir sur le cœur des Béninois. On le sait tous. Talon en a joui et il a brigué la présidentielle grâce à ça. On l'a tous voté parce que, voilà, enfin, quand il dit on l'a tous voté, je parle de la majorité des Béninois. On l'a choisi parce que tout simplement, on a vu que, voilà, à un moment, on lui a voulu du mal et il a su jouer sur la chose. Et donc, est-ce que Olivier Bokor aura cette même chance-là? C'est là où c'est un peu compliqué. Avec ce régime, c'est un peu compliqué. Quand on est accusé avec ce régime, la plupart du temps, on se retrouve derrière les barreaux. C'est rare de se retrouver en exil. Au tout début, certains ont pu aller en exil, mais la plupart du temps, on se retrouve derrière les barreaux. Donc, je me dis, ça serait un peu compliqué que l'histoire se répète à ce niveau. Ça sera vraiment très, très, très compliqué pour lui, mais ça peut avoir des répercussions, même jusqu'au niveau des comment on appelle. C'est vrai que quand l'information a été donnée, moi, je l'ai dit sur ce plateau, je n'ai pas été outre mesure, éberlué par la chose. Je me suis dit, non, mais c'est normal, il y avait déjà une brouille entre eux, mais toute petite surprise, parce que ça faisait un moment quand même que Omeki avait quitté le gouvernement et qu'on ne lui reprochait rien du tout. Je me suis dit, bon, finalement, il est déjà passé aux oubliettes, il n'y a plus rien, mais qu'on revienne au galop et que, tac, on le mette la main dessous de cette manière. Là, je me dis que, attention, l'échiquier politique au Bénin sera plus ou moins bouleversé, rebousculé, bousculé. Et là, c'est là où, peut-être, moi, je vais parler du dauphin du président Patrice Talon. Oui. Il n'y a pas de 3 ans de mandat avec moi. Le dauphin du président Patrice Talon a désormais un boulevard, ne serait-ce que dans le camp présidentiel. Oui, celui qui l'aura choisi sera donc l'homme de la mouvance présidentielle. Alors, puisque vous m'obligez à aller sur ce terrain, puisque vous l'avez évoqué, Hamzat ne s'est pas encore prononcé, permettez-moi que je pose la question, sinon ça va m'échapper. En 10 secondes. En fait, je voulais mettre vraiment l'accent sur le côté judiciaire. Je pense que
la crédibilité de notre justice a longtemps été remise en jeu et en question. Pour moi, je pense que l'avenir par rapport à cette crédibilité sera désormais élucidé à la fin de cette affaire. Parce que si je suis ce que vient de me dire Omar, c'est qu'il pourrait être gracié. Alors, depuis... Bon, on ne va pas dire gracié, peut-être innocenté. Innocenté. Et je vous apporte de l'eau à mon moulin. Vous apportez de l'eau à mon moulin parce que... Il reste pas mal de temps. Je vois là où vous allez, permettez-moi alors de vous poser la question, puisque la question va vous permettre de dire ce que vous dites. C'est que ce matin, il y a des journaux, comme je cite Info Matin, qui disaient, est-ce qu'on va devoir requalifier les faits? Oui, Allons-nous vers une requalification des faits quand on sait que NCA Bank a donc fait une déclaration et a apporté... Quand je parle de crédibilité, justement, je vous reviens et a apporté quelques éléments, a reversé quelques éléments au profit de la justice béninoise. Si Info Matin parle de requalification des faits et s'interroge, si cela arrivait et que Olivier Bokor soit peut-être innocenté, pourquoi pas Oswald Omeki, que deviendra le paysage politique? Déjà, quand j'insistais sur le judiciaire, il y a un point très important. Nous sommes dans une démocratie qui priorise la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire le pouvoir exécutif doit jouer son rôle d'exécutif, se concentrer que sur le travail à faire, et ça s'arrête là. Le pouvoir législatif légifère, et ça s'arrête là. Et le pouvoir judiciaire s'occupe de la justice et reste impartial sans être édulcoré par quiconque, ne fût-ce qu'un président ou... peu importe, la justice reste la justice. C'est ça notre modèle. Le modèle auquel on a aspiré, c'est ça. Et ça n'a pas changé, à moins que vous me disiez le contraire. Je ne vous dirai pas le contraire. La deuxième chose par rapport à ça, quand j'évoque la crédibilité, mais c'est un sujet très sérieux. Parce que si, au nom de cette déclaration ou de ce communiqué de la banque, qui remet complètement en cause tout ce qui a été dit, en tout cas lié à la création d'un compte bancaire sur lequel aurait transité la somme de 105 millions. Je ne dirais pas que ça remet en cause. Peut-être que demain, le gouvernement peut apporter d'autres preuves, parce que le gouvernement n'a pas encore réagi. En matière de justice, les rebondissements ne sont pas exclus, mais ça remet plus ou moins en cause. Le gouvernement n'a pas encore réagi. Peut-être que le gouvernement va sortir de peu qui lui donnera raison. Donc je ne voudrais pas qu'on dise qu'on parle de remise en cause. Soyons clairs là-dessus. En matière de justice, le gouvernement n'a rien à faire. Le porte-parole du gouvernement ou le gouvernement lui n'a rien à dire. C'est un processus judiciaire qui doit aller à son terme. D'accord. Et la justice, il est arrivé que la justice te trompe. Mais on n'a pas encore vu la justice, surtout cette justice spéciale, reconnaître ses torts. Il faut être clair là-dessus. Est-ce que nous ne sommes pas face à un procès déjà établi? Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi je le dis? J'avais dit tout à l'heure qu'Olivier Bokor n'est pas un amateur quand il s'agit de la stratégie. Donc, quand je dis, est-ce que nous ne sommes pas face à un procès? Chacun avec sa chance. Même alors, si on m'a dit que parfois, dans ces situations, les gens se retrouvent derrière les barreaux. Il faut avoir sa chance et tirer son épingle du jeu. Écoutez, je suis en train de dire, est-ce que nous ne sommes véritablement pas face déjà à un procès qui est déjà établi? C'est-à-dire donc qu'on est déjà la suite logique. Parce que quand vous prenez les déclarations ou le communiqué du procureur, est-ce que nous sommes partis sur la base d'une véritable justice qui se concentre uniquement sur les faits et ensuite que nous menons sur ici, l'instruction? Le débat que nous menons ici n'est pas... important. Excusez-moi, le débat que nous menons n'est pas sur les faits de justice, mais plutôt sur le paysage politique, l'impact sur le paysage politique. Avant de parler d'impact politique, il y a ce qu'on appelle l'instruction judiciaire, qui est une case fondamentale. C'est vrai, le procureur représente le ministère public. J'insiste là-dessus. Moi, j'aimerais dire une chose. Mais est-ce qu'on n'aurait pas dû... Moi, personnellement, en tant que patriote, je ne voudrais pas qu'on ait une aussi basse estime de notre justice. Ah non, moi, je veux que l'estime qu'on a pour cette justice-là soit vraiment très haute. Et moi, je l'ai. Je crois en cette justice. Je me dis que tous. Oui, j'insiste là-dessus. Je me dis que on ne joue pas à un jeu au sommet de l'État. C'est se foutre des Béninois si jamais c'est le cas. Et ça, vous savez, si c'est vraiment le cas, le temps et l'histoire nous le révéleront. Et on saura
on saura, pardon, que voilà, à un moment, et je ne pense pas que ces personnes-là veuillent entrer dans l'histoire de notre pays par cette petite porte-là. Elle est trop petite. Justement, donc, Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la justice, laissons, oui, on va le laisser finir, mais laissons la justice aller jusqu'au bout. C'est pourquoi je ne voudrais pas, ne voudrais pas forcément que vous vous attablez sur des faits de justice pour démontrer ce que sera le paysage politique au cas où Olivier Bokor, on va requalifier les faits et il s'en sortira. Est-ce qu'on peut se passer de... Soyons clairs là-dessus. Oui. J'insiste, notre justice reste notre justice. On n'a pas d'autre choix que d'avoir confiance en cette justice parce que c'est notre justice. Et laissons toujours la justice faire son travail et ne prenons pas parti à la fois pour, parce que c'est ça le cas de figure qui se présente. Des gens qui se disent pour, crise au sommet de l'État, sûreté de l'État menacée, etc., etc. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut que la justice aille au bout. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est qu'en matière de justice, il y a l'instruction judiciaire qui souvent, quand ça concerne des cas qui portent atteinte à la sûreté nationale, sont confidentiels avant d'être portés au regard de tout le monde. Et je pense qu'on n'aurait pas eu ce communiqué qui dit de façon claire que ce montant de 105 millions n'a jamais transité par un compte au sein de leur structure bancaire, mais c'était beaucoup plus une somme de 55 millions qui est passée par le processus d'assurance. Oui, mais vous ne répondez pas juste là à ma question. Je termine en disant la justice aujourd'hui, son avenir sera discuté à partir de cette affaire. Pourquoi je l'ai dit? Mais au-delà de ça, on a eu des cas de figure. Au-delà de ça, si Bokor s'en sortait, quel impact sur le paysage politique? Puisque nous avons dit s'il ne s'en sortait pas, maintenant on vient s'il s'en sortait. Jusque-là, nous avons un présumé innocent. Ça, c'est toujours selon d'après la justice. C'est pour ça que je dis, ne faisons pas de procès. Non, nous n'en faisons pas. Nous sommes en train de faire des analyses. Voilà. Le ministère public, on se projette dans le futur. Ce que moi je veux dire, on va le laisser aller au bout. Mais je termine rapidement pour qu'il prenne la parole. En réalité, si Olivier Olivier Bokor, je m'empresse de le voir blanchir, d'être blanchi de cette affaire, c'est tellement... Non, mais... Votre bouche traduit peut-être vos idées. Mais si Olivier Bokor est blanchi vis-à-vis de cette affaire, je pense que ça va encore créer une double secousse. Ouais. Sur ces trois volets que j'ai évoqués, sur l'échiquier politique, sur l'échiquier judiciaire et même sur l'intimité du chef de l'État. Une double secousse, c'est-à-dire attendez-vous à pire. Bon, moi je ne dirais pas pire. À pire, pas dans le sens d'une guerre, non, du tout pas, voilà. mais pire moi, dans le sens d'une réorganisation pour le Bénin, de nature très très optimiste pour le Bénin. Par rapport à comment on appelle au questionnement, à la question de notre confrère, moi je dis, il y a raison de se poser cette question-là. Je ne sais pas sur la technique, voilà. On dit, est-ce que c'est possible, voilà, à faire tentative de sûreté, je crois, atteinte à la sûreté de l'État, vers la requalification des faits. Mais je dis que c'est complètement possible. C'est complètement possible. Quand la banque... Notre quotidien a dit, si on l'innocentait, c'était l'audace, on en parler. Quand l'autre banque, parce que nous sommes au début de l'affaire, vous avez dit, on ne fait que verser. Vous savez, moi j'aime quand les choses vont de cette manière-là. Vous savez quoi? Parce que tout simplement, on respecte le droit à l'information de ce peuple-là. C'est un droit... Mais on ne peut pas nous l'arracher. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes journalistes, par exemple. C'est ça qui me porte, moi, personnellement. Et quand on donne ce droit-là au peuple, je suis d'accord. Qu'on nous reveste au fur et à mesure les informations telles qu'elles viennent. Et comme ça, le peuple peut se faire des idées sur comment le pays évolue. Et le peuple également peut donc se projeter et voir dans l'avenir comment est-ce qu'il se positionne. La justice n'est pas le journaliste. Oui, mais la justice n'est peut-être pas le journaliste. Oui, la justice a son temps, vous l'avez dit. La justice a sa manière de procéder. Absolument. Toutes ces choses-là, je suis d'accord. Mais quand on nous reveste suffisamment les informations, pourquoi on voit clair dans tout ceci? Parce que ce qui se passe, ce n'est pas un jeu, à mon avis. Ce n'est pas un jeu, c'est de hautes personnalités qui sont accusées de choses très graves. Maintenant, ce que je dis... Vous parlez de l'impact. Voilà, au-delà de l'impact, voilà, vers la requalification, je dis que c'est possible. Pourquoi? La banque NCA a lavé son honneur en disant, mais attention, vous avez dit des choses qui n'existent pas chez nous. Il n'y a pas de livre au nom, enfin, il n'y a pas de compte au nom de monsieur tel, à ce montant, au nom de monsieur Dieudonné Théodore. Mais par contre,
il y a autre chose. C'est là où je dis, s'il y a autre chose, donc on peut aller vers une Oui, réqualification des mais faits. vous rejoignez L'autre donc chose- Hamzat Oui. qui dit que c'est le moment où la justice doit jouer sa La partition. justice doit jouer véritablement sa participation. Il ne faut pas se taire également sur les 55 millions. 55 millions, ce n'est pas C'est des pas petits rien. sous qu'on prend pour acheter des bonbons. Bon, Non. d'accord, Ça très bien, compte très bien. également. On va D'où vient finir. cet argent? On va Qu'est-ce qui s'est finir. passé? C'est On normal va qu'on finir. nous Je vais vous précise poser tout une ça. dernière question. Je vais vous donner à chacun 30 secondes puisque c'est fini. Vous voyez que la réalisation nous fait signe déjà. Hamzat, Oumar, les Béninois suivent de près ce qui se passe. Certains n'y croient pas. Certains pensent à un montage politique de victimisation ou à une situation orchestrée au sommet de l'État pour, je ne sais pas pourquoi, je sais que vous avez des amis qui vous disent non, moi je n'y crois pas, non, il faut les laisser Oui, se moi, battre là-bas. j'étais à la banque la dernière 30 fois secondes. pour retirer de l'argent et il y a quelqu'un à côté de moi qui dit qu'il n'y croit pas. Mais moi, je dis qu'on ne joue pas avec les Béninois de cette manière-là. Moi, j'y crois. Je pense qu'il y a une affaire réellement qui existe. Mais vous savez, Mais vous ne savez pas si c'est un qu'est-ce qui coup me d'État fait ou pas. croire? Je vais vous expliquer ce qui me fait croire. Vous croyez qu'il y a une affaire qui Une affaire, existe. je sais Bon. que cette affaire-là, il y a quelque chose de très sérieux D'accord. derrière. Vous savez, et j'y crois pourquoi? Vous savez, le pouvoir, celui qui a dit que le pouvoir corrompt, il n'a pas menti. Le pouvoir, quand on vous dit le pouvoir corrompt, la plupart du temps, on voit tout de 10 suite. secondes, 10 oui, secondes. 10 secondes. La plupart des gens voient tout de suite le fait que, bon, il y a toute une manne financière derrière, on peut se faire de l'argent. Non, au-delà de ça, l'honneur que confère le pouvoir. Le président de la République qui décide de manger dans un restaurant, le chef de la garde républicaine peut décider que non, ce restaurant-là est bloqué, tous ceux qui sont dedans sortez pour ce seul individu-là et aucun des Béninois ne sera contre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il représente le pays. Parce que partout où il est, il doit être en sécurité. Quelque chose lui arrive, c'est une crise institutionnelle qui s'installe immédiatement au Bénin qu'il faut résoudre. Et quand il y a crise, c'est que le pays tangue. Tout peut basculer à tout moment. Donc c'est tout à fait normal. Le pouvoir confère l'honneur. Le pouvoir, c'est essentiel. Donc, le pouvoir peut monter à la tête au point où les gens auront des comportements. L'histoire, c'est déjà... Enfin, il y a eu des précédents dans d'autres pays. Vous avez puisé On votre sait comment temps. ça s'est passé avec Thomas Sankara Hamzat, et Blaise je dis Compaoré, Hamzat Oumar. ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je donne ces exemples-là pour vous dire que moi, personnellement, ce n'est pas un jeu au sommet de l'État. Il y a un réel problème, il y a une réelle crise, il y a peut-être même une réelle tentative de coup d'État. Mais attendons quand Wait même and see. la justice de Wait and nous see. édifier. Vous ne me ferez pas le coup de Omar, sinon je vous arrête. Non, net. tout à l'heure, je regardais son faciès et je me demandais est-ce qu'il croit à ce qu'il disait sur le mot de fin. Non, mais je Oui. crois C'est-à-dire- parfaitement. Parce qu'il dit quelque chose que son visage semble nous dire le contraire. Non, pas mais- du tout. Mais c'est ce que j'ai fait qu'observer. Mais Mm. je conclus en disant, laissons Est-ce cette que les affaire... Béninois ont des raisons de croire à une machination ou ils n'ont pas? Les Béninois ont raison de douter de ce qui s'entend, de ce qui se dit et de ce qui circule, eu égard à ce passé. Vous savez, les Béninois ne sont pas des naïfs. Il ne faudrait pas prendre le peuple béninois pour un peuple naïf ou un peuple qui ne sait pas ce à quoi il doit aspirer en réalité. Je le dis simplement parce que c'est une procédure judiciaire. On devrait écarter absolument les tentacules parce que dès que quelqu'un se prononce sur cette question, on vous étiquette tout de suite comme étant partisan ou ça, c'est vrai antipartisan. Ça, c'est pas plutôt bien. Il faudrait laisser la justice aller au bout. La justice se trompe, c'est des choses qui arrivent. Et j'insiste vraiment Je crois là-dessus. que dans un pays, la justice s'est trompée. C'est Oui, c'est pour ça- 45 ans après, oui, c'est pour ça même que je 80 ans aux c'est- États-Unis. Des gens qui étaient on a rendu condamnés compte que le à mort monsieur et était finalement, innocent. Exactement, innocent. c'est pour ça que je dis Oui, mais- les faits du moment. On ne dit pas que c'est le cas. On ne Bon. dit pas que c'est le cas, certes, mais c'est la justice se base sur les faits du moment qui peuvent évoluer. Et au nom de cette évolution, il faut parfois qu'elle revienne sur sa position. Donc la requalification n'est pas un concept farfelu. Ça peut arriver effectivement. Et comme je insiste là-dessus, Oswald Omeki, Olivier Bokor peuvent être effectivement lavés complètement de cette affaire si ça ne va pas plus loin que ça en réalité. Mais Oui, on évoque merci. sûreté de l'État. C'est fini. Olivier Je vais Olivier terminer. Bokor S'il vous plaît, vous avez peut-être, dit votre mot mais de Oswald fin. S'il vous plaît, vous avez dit votre moi mot de je fin. me dis, Vous avez dit votre mot ça de sera fin. peut-être un peu compliqué. Alors, pour dire une chose On fera très un simple, autre débat. Je conclus. Je Vous conclus. n'avez pas conclu depuis. Non, je conclus. Concluez en alors, il est disant, l'heure. J'ai bien envie de conclure. Non, également. s'il vous plaît, vous avez compris. Je n'ai nulle part encore vu un coup d'État se fomenter entre deux personnes sans qu'il y ait un réseau autour. Donc, il faudrait qu'on aille chercher aussi ceux qui sont impliqués. Il ne s'agit pas que... La justice fait son travail. Exactement. Je vous le Et je rassure sur ce termine plan. là-dessus.
Vous avez terminé, merci. Pour de bon, véritablement, en disant, cette affaire secoue véritablement l'échiquier politique, secoue également notre justice, mais secoue aussi la personnalité et la crédibilité du chef de l'État. Mais j'ose croire que tout va entrer dans l'ordre et permettre à ce que 2026 se déroule dans la sérénité. Cette affaire ne secoue pas que le chef de l'État, ça nous secoue aussi nos journalistes parce que c'est des affaires qui sont évitées, dont les gens ont peur de débattre, les gens ont peur d'en parler. Donc ça secoue tout le monde parce que ce n'est pas une affaire simple. Madame, Monsieur, nous sommes au terme de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Oui, est-ce que véritablement cette affaire aura donc un impact sur le paysage politique? Vous avez suivi l'analyse de nos débatteurs de fond en comble. Vous avez votre avis, vous avez votre position. Merci de liker cette émission sur les réseaux sociaux. Merci d'apporter vos commentaires et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était Hamzat Abdoulaye, merci d'être venu. C'est un plaisir. Ouma Adéandjou, merci d'être venu. Le plaisir. Consultant politique, analyste politique. Bonne suite de nos programmes, mesdames, messieurs, et bon week-end à toutes et à tous.